Bien. Merci Marcel Cabanda de m'avoir invité à être le modérateur de cette troisième et dernière partie. J'ai l'intention de le faire court et d'inviter les orateurs à faire court aussi, et je vous remercie de votre patience. Évidemment, on peut se demander pourquoi un journaliste vient modérer une table ronde, étant donné qu'un journaliste n'est pas quelqu'un de modéré par définition. Il se trouve que, et Marcel le sait, nous partageons des blessures de génocide, des blessures intimes qui vous laissent désorientés. Quand on est journaliste, on a des règles professionnelles, on n'a qu'à les appliquer. Elles s'appliquent à toutes les circonstances. 3 témoins pour faire une vérité, de la distance, etc. Mais quand on est plongé dans un génocide, on ne sait plus quoi faire. Parce que la part du journaliste ne peut pas l'emporter totalement sur le reste. Je m'apprêtais à finir ainsi les quelques mots que je voulais vous dire en introduction, mais je suis obligé de répondre à Madame Frédérique Naud-Dufour, et je la remercie de sa courtoisie d'être restée quelques minutes. Je lui ai dit que j'allais m'exprimer à son intention et à l'intention de tout le monde, bien sûr, puisqu'elle a dit, je l'ai noté, je suis né au Burundi pendant le massacre de 1972 et je suis étonné du silence autour de cette tragédie. Ça m'a blessé. Je vous le dis, Madame Naud-Dufour, ça m'a blessé. Figurez-vous que l'historien Jean-Pierre Chrétien m'a fait un immense honneur, le plus beau qu'il pouvait me faire. Il m'a permis d'écrire avec lui un livre qui s'appelle « Burundi 1972, au bord des génocides ». Nous avons mis 35 ans à produire ce livre, entre 1972 et 2007. Il n'a eu aucun écho dans les grands médias. Quelques articles dans une presse très, très confidentielle, dans des magazines confidentiels. Et donc je regrette que vous ayez donné l'impression que personne n'avait rien fait sur ce génocide de 1972. Et là, vous me poursuivez dans ma tanière, et je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas quel jour vous êtes né en 1972 au Burundi, mais moi je peux vous dire que quelque part, une partie de moi est morte au Burundi en 1972. Je crois me souvenir que c'était le 11 mai 1972. Un escadron de militaires burundais a encadré mon école, tellement bien encadré qu'on ne pouvait rien faire. Ils étaient venus avec une bétaillère, ils ont poussé tous les élèves Hutus de nos classes dans la bétaillère, à coups de crosse. Et sincèrement, depuis quelques jours, on le craignait, mais on ne pouvait rien faire. Moi aussi, je regrette qu'on n'en fasse pas plus sur ce double génocide, parce que ça n'est pas, vous l'avez dit, vous avez parlé de massacre. Non, il y a eu 2 génocides au Burundi en 1972. Une tentative génocidaire d'extrémistes Hutus qui a vite avorté, il faut le dire, et puis ensuite un génocide des élites Hutus qui a été effrayant. Et ce jour-là, j'ai dû me dépasser moi-même pour arriver à surmonter ce choc. Et je dois à une psychanalyste et à plus de 8 ans d'efforts et de contributions lourdes d'être encore là aujourd'hui pour vous en parler. Je ne suis pas un rescapé, mais quelque part, oui. Voilà. Je voulais absolument vous dire ça avant que vous partiez, parce que votre propos m'a profondément interpellé, et vous comprenez que quelque part, il y a une blessure qui ne demande qu'à se rouvrir. J'ajoute un dernier mot, j'en fais pas étalage, même si j'ai gagné quelque part de sombres galons de connaisseurs de génocide à ce moment-là. Car je pense être dans cette salle le seul qui a vu partir ses élèves dans la fosse commune. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Là-dessus, vous m'excusez d'avoir été un petit peu long. Et un dernier mot vis-à-vis de tous mes amis rwandais. J'en parle pas beaucoup parce que je sais que quelque part, il peut y avoir une concurrence des mémoires et qu'on peut ne pas comprendre que j'ai eu autant d'attachement pour mes élèves Hutus que pour mes oncles par alliance,
tante par alliance, neveu par alliance, Tutsi au Rwanda, que je connaissais, que j'avais rencontré, des enfants à qui j'avais apporté des jouets et qui sont morts en 1994. J'estime avoir simplement un peu de légitimité pour le dire, mais je ne vous en aurais pas parlé si je n'avais pas été interpellé sur cette vieille blessure. Je vous en remercie, je vous remercie de votre patience. Je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps et je vais donner la parole à Yves Ternon, que vous connaissez tous pour la qualité de ses travaux et l'universalité de ses leçons. Yves Ternon, si vous pouvez vous tenir à 10 minutes d'intervention, ce serait parfait parce que je crois que tout le monde commence un petit peu fatigué. Bon, je vais m'y tenir. Mais je voudrais rebondir sur votre intervention immédiate, votre douleur qui est liée en fait à une méconnaissance d'une histoire. Et je crois que c'est aux historiens que revient le rôle d'approfondir chaque fois qu'ils le peuvent et avec la rigueur qui s'impose à notre profession les événements qui constituent un massacre de masse et singulièrement un génocide. Puisque nous sommes ici pour parler du négationnisme, il faut comprendre que ce mal est permanent, que ce mal est arrivé en même temps que le génocide, se poursuit après le génocide et que c'est la poursuite du génocide par d'autres moyens. Quand Forisson avait pu s'introduire dans une parution du Monde en décembre 1978, introduisant une polémique qui ne pouvait avoir lieu car elle était absurde, Pierre Vidal-Naquet avait dit qu'on ne discute pas ce qui est de l'ordre de l'évidence. Malheureusement, ces gens-là, les négationnistes, discutent ce qui est de l'ordre de l'évidence. Donc ils seront toujours là, et ils sont d'autant plus là actuellement avec les possibilités de diffusion sur Internet de n'importe quel mensonge pour que l'on sache quelle attitude adopter à leur égard. Alors qu'est-ce que le négationnisme? Qui sont les négationnistes? Le mot négationniste n'apparaît qu'en 1987 sous la plume d'Henri Rousseau dans son livre sur le syndrome de Vichy, et il signifie à l'origine, en réplique d'ailleurs aux insanités de Forisson, un nouveau mot pour parler de ce qui aux États-Unis s'appelait le No Holocaust. Il s'agissait donc de personnes qui nient la réalité criminelle, l'usage criminel des chambres à gaz à Auschwitz. Le mot était tellement fort, tellement nouveau, il venait démolir en quelque sorte celui dont s'emparaient les négationnistes, c'est-à-dire le mot révisionnisme, qu'il a fait Florès, qu'il s'est étendu bien entendu très rapidement à la négation de la Shoah, mais également à la négation non seulement des autres génocides, mais de tous les crimes de masse. Ce qui fait qu'on a connu, comme pour le mot génocide, avec le mot négationniste qui, lui, n'était pas inscrit dans la législation, qui n'était pas une infraction criminelle, la même problématique de banalisation, et je crois qu'il est actuellement admis que, parlant du négationnisme, on parle de la négation de génocides avérés, c'est-à-dire de l'ordre chronologique du génocide des Arméniens, du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et du génocide des Tutsis au Rwanda. Ceci dit, il importe de comprendre non pas qui sont les négationnistes, car ils ne savent pas eux-mêmes véritablement qui ils sont, ils agissent pour différentes raisons. En général, ce sont des menteurs qui savent qu'ils mentent, mais au fur et à mesure du développement de leurs mensonges, leur paranoïa les amène à croire qu'en mentant avec ce mensonge, ils disent la vérité. Donc, il n'est pas important de savoir si les négationnistes disent la vérité ou non. Il est important de savoir quelles sont leurs méthodes. Or, leurs méthodes sont assez limitées dans la mesure où ils ne disposent, quel que soit l'événement qu'ils nient, ils ne disposent que de quelques moyens d'argumentation. Le plus subtil, le plus dangereux s'appelle la rationalisation. Il consiste à dire aux historiens professionnels qui ont établi des travaux, qui ont fait des travaux et établi des recherches sur un événement tel ou tel événement constituant un génocide, qu'ils n'ont pas bien travaillé, qu'ils ont omis un certain nombre de documents, que eux, les négationnistes, savent qu'ils peuvent réviser l'histoire avec les documents qu'ils apportent. Or, ils n'apportent rien, ils ne connaissent rien à cette histoire, mais ils arrivent à trouver une brèche, une petite brèche,
soit une petite erreur dans une recherche historique, soit un faux qu'il développe et qu'il publie, et à partir de cette brèche, parce que l'on appelle un peu la méthode inductive de Forisson, ils s'introduisent dans le système et abattent l'ensemble du mur en disant, puisque on s'est trompé là-dessus, prenons l'exemple de l'usage criminel des chambres à gaz à Auschwitz, il n'y a pas eu de chambre à gaz à Auschwitz, il n'y a pas eu de Shoah, il n'y a pas eu de génocide des Juifs, et renversant le discours, mais ça j'y viendrai, ce sont les Juifs qui sont responsables de cette invention de ce mythe de la Shoah. Donc, c'est le premier principe, c'est le plus dangereux, c'est la première technique, la plus dangereuse, la plus difficile à contourner parce qu'elle s'adresse justement à ce qui fait l'essence même de la recherche historique, le scepticisme, l'analyse des documents, la recherche précise de l'authenticité d'un document, et l'on sait combien c'est souvent difficile de travailler sur un document. Mais il y ajoute une deuxième technique que l'on observe partout. La deuxième technique, c'est la réduction des chiffres. Lorsque vous entendez une personne qui se prétend historien vous dire qu'il dispose de chiffres précis sur tel ou tel génocide et que les chiffres que l'on donne sont faux, vous savez qu'il rentre dans une logique négationniste et qu'il va essayer soit de mélanger les événements, c'est-à-dire au cours d'une guerre, qui est le fait courant au cours d'un génocide, de mélanger les morts de la guerre avec l'assassinat direct de populations civiles, ou bien diminuer le nombre des populations civiles à l'origine qui ont été massacrés, discuter le nombre des massacres. Et d'ailleurs, ces manipulations des chiffres aboutissent souvent à un résultat paradoxal, comme on l'a vu pour la négation du génocide arménien, puisque en diminuant le nombre initial des victimes du génocide, des habitants arméniens de l'Empire ottoman, il diminue en fait le rapport avec les victimes. Enfin, ça, ce sont des manipulations courantes. La troisième manipulation, c'est le cœur même de la négation. C'est le retournement de l'accusation. On l'a vu tout à l'heure, il y a à Erzurum, comme c'est clair, un musée célébrant le génocide des Turcs par les Arméniens. Il y a à côté, à Igdir, à la frontière, une monumentale flèche qui célèbre justement ce génocide. Et tout est inventé, tout est faux, tout est ridicule, même jusque dans le DVD que l'on donne aux visiteurs pour montrer qu'il n'y a pas eu un seul Arménien tué par les Turcs au cours de la Première Guerre mondiale. Donc ce renversement de l'accusation, il s'inscrit au cœur même du négationnisme dans la mesure où la négation commence avec le processus génocidaire. C'est parce que l'on accuse un groupe humain, soit d'un complot, soit d'une action criminelle, que l'on va introduire le processus génocidaire. Donc, tout ce qui est dans le début du processus génocidaire, c'est-à-dire à partir de l'idéologie potentiellement meurtrière contre un groupe sélectionné, va se développer donc au cours de la préparation du génocide, éclater avec le génocide, et dans le courant dans la perpétration du génocide, la négation s'inscrit dans la dissimulation des preuves, car les preuves dont on dispose sont des preuves que l'on a obtenues après, recueillies après une dissimulation, une destruction de preuves nombreuses, et donc ce qui tombe sous le sens après pour les négationnistes, c'est la négation d'événements qui étaient retournés complètement, où l'accusation vient définir donc l'assassiné comme le coupable. En ignorant complètement cette donnée fondamentale qui est toujours cachée par les négationnistes, c'est que les victimes d'un génocide sont totalement innocentes, non pas seulement parce qu'elles n'ont rien fait, mais parce qu'elles sont incapables de se défendre. Ce décalage complet entre l'impuissance des victimes à se défendre et le potentiel meurtrier des assassins est toujours caché par les assassins qui cherchent justement à rééquilibrer les forces dans cette situation. Enfin, quatrième
techniques du négationnisme ont reconstruit une sorte de pseudo-vérité qui serait celle du génocide, du pseudo-génocide. Et ça, c'est montrer que le négationnisme n'est pas seulement le refus de tel ou tel événement, c'est la mise en structure, ce que dit bien le suffixe isme, d'une négation. Et donc, je serai bref sur le reste, puisque il faut laisser la parole à mes trois collaborateurs, conférenciers. Il y a une adaptation des négationnistes à chaque génocide. Ils savent très bien qu'ils ont une marge de manœuvre qui est assez limitée. En ce qui concerne la Shoah, on se trouve devant une évidence. La masse considérable des kilomètres de documents, des tonnes de documents, affirme tellement la destruction des Juifs par le national-socialisme que ce serait absurde d'en nier telle ou telle partie. Or, on nie tout en bloc. Et c'est cela qui est la caractéristique de la négation du génocide des Juifs. Il n'a pas eu lieu. Ce sont les Juifs qui l'ont inventé, et évidemment, c'est un retour de l'antisémitisme que permet cette négation, et qui ajoute en même temps que les Juifs l'ont inventé pour pouvoir créer l'État d'Israël, et que l'antisionisme devient le paravent derrière lequel s'abrite un antisémitisme qui, au terme de la Seconde Guerre mondiale, avait du mal à s'installer. Le négationnisme apparaît dès 1948 avec le livre de Maurice Bardèche sur Nuremberg ou la Terre promise. Il se poursuit depuis, il se poursuivra avec les mutations les plus diverses, et si Forisson représente la durée, puisque ce personnage que vient d'analyser très brillamment Valérie Gounet dans son dernier livre traverse près de 50 ans, 40 ans de négationnisme, on retrouve aujourd'hui donc un négationnisme d'État, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, en Iran. La négation du génocide des Arméniens est tout autre, parce que, et Alexis va en parler tout à l'heure, parce que c'est un État qui l'assume. C'est un État qui l'assume depuis le début. Depuis le début, lorsqu'il construit une histoire turque faisant abstraction complète de la présence arménienne dans l'Empire ottoman, puisqu'il s'adapte, après la Convention sur le génocide, à toutes les mutations des revendications arméniennes. Il s'adapte avec des centaines, on pourrait dire des milliers, de micro-événements qui témoignent de la vigueur et de l'absurdité de ce négationnisme. Et on assiste, avec le génocide des Arméniens, comme aussi d'ailleurs avec le génocide des Juifs et le génocide des Tutsis, à une mutation sur le plan juridique de la tactique négationniste. C'est-à-dire que jadis, ce sont les victimes, les groupes victimes, les organisations antiracistes qui accusaient les négationnistes de crimes, d'avoir véritablement déformé l'histoire et falsifié l'histoire. Et maintenant, étant donné la possibilité justement qu'offre Internet et la liberté d'expression qui est autorisée à chacun à travers le monde, ce sont les négationnistes qui contre-attaquent sur différents plans, il y a différents procès, en essayant d'accuser leurs accusateurs de diffamation. Donc il faut savoir que l'on a affaire à un adversaire extrêmement habile, extrêmement efficace, qui emploiera toujours tous les moyens pour contrer les actions des historiens en particulier. Nous, historiens, nous avons essayé d'obtenir une loi qui nous permette de pénaliser la négation du génocide des Arméniens. Il en faudrait d'ailleurs une, c'est évident aussi, pour pénaliser la négation du génocide des Tutsis. La forme juridique de cette loi n'a pas encore été correctement trouvée, puisque dans le cas du génocide des Arméniens, le Conseil constitutionnel l'a invalidée. Il faut savoir que l'on ne peut pas renoncer à obtenir cette loi en déplaise aux tenants, aux historiens qui prétendent que des lois dites mémorielles ne peuvent pas être édictées par un Parlement, alors qu'il y a tant d'événements historiques qui ont été définis par les parlements, qui ne comprennent pas combien nous, historiens, nous ne risquons rien en disant ce qu'ont été les crimes que sont les génocides ou les violences de masse, ou les crimes de masse ou les crimes contre l'humanité, mais qu'eux non plus ne risquent rien s'ils ne sont pas des négationnistes, que ce sont donc les négationnistes
que l'on poursuivrait par une telle loi. Et je veux maintenant laisser la parole à Hélène Dumas, qui va parler beaucoup mieux que je ne le ferai de la négation du génocide des Tutsis, en rappelant aussi que cette négation est marquée par une spécificité, c'est que ne pouvant nier l'évidence des événements d'avril à juillet 1994, on a, et dès la fin du génocide, essayé de montrer qu'il y avait un double génocide, que les différentes manifestations de cette négation se sont adaptées aux circonstances et que les différentes actions qui ont été intentées en justice témoignent justement de cette difficulté. Quand on ne connaît pas l'histoire, quand on n'étudie pas l'histoire, quand on n'a pas une connaissance approfondie et comparée justement de ce que sont les négations des génocides, les difficultés de pouvoir expliquer, de pouvoir exposer le problème des négationnistes. Je terminerai simplement en disant que, avec Pierre Vidal-Naquet, on ne discute pas avec les négationnistes. On ne parle pas avec les négationnistes, on parle du négationnisme, on combat le négationnisme, mais on n'a pas d'entretien, de dialogue, de conférences, de controverses avec des gens qui ne sont rien d'autre que des menteurs et des faussaires. Je vous remercie.